Bonjour et bienvenue dans Prête-moi ta voix, un podcast où les gens me prêtent leur voix pour que je vous les fasse écouter. Merci de me rejoindre pour ce 17e épisode. Aujourd'hui, c'est le 2e épisode sous la bannière de Disruptive Audio. Ça fait maintenant un petit moment que j'ai rejoint ce label et puis je vois déjà que ça aide un petit peu. J'ai des gens autour de moi qui me donnent un peu plus de coups de main pour tout ce qui est visuel, promotion, réseaux sociaux, tout ça. Alors un grand merci à Seb et surtout à Nico pour tous les coups de main de ces dernières semaines. Ça m'a vraiment remotivé aussi à lancer ce projet et puis à partager et diffuser encore plus d'amour et de bienveillance à travers ça. Pour cet épisode numéro 17, c'est Adrien qui témoigne. Adrien a un parcours très particulier, adopté à l'enfance, avec une surdité profonde de naissance. Il grandit dans une situation sociale, familiale, scolaire vraiment très difficile. Et il nous raconte tout ce chemin qui l'amène à être aujourd'hui l'un des, si ce n'est pas le plus jeune croque-mort de Suisse. C'est une histoire fascinante, touchante, qui raconte avec beaucoup d'émotion. Il m'a accueilli au bureau des pompes funèbres de Martigny, dans laquelle on avait d'ailleurs une petite ventilation que vous entendez peut-être au fond. J'ai essayé de faire le maximum pour supprimer son bruit, mais du coup, si vous vous demandez, c'est pas vos écouteurs qui ont un problème, c'est la ventilation du bureau. Mais en dehors de cette ventilation, le moment et le cadre étaient super chaleureux, super agréable, et j'ai beaucoup apprécié cette discussion. Et j'espère que vous l'apprécierez aussi. Bonne écoute. D'un plan Kotler, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un implant Kotler et pourquoi le port de cet implant, c'est le fait d'être finalement né avec une surdité profonde, et puis grâce à ces implants, je peux entendre comme tout le monde, et puis vivre finalement comme vous, quoi. Voilà. Ok, super. Et puis du coup, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton parcours, enfin de la raison pour laquelle tu témoignes pour ce podcast aujourd'hui? Alors pour la raison pour laquelle je veux témoigner pour ce magnifique projet que tu portes, c'est le fait de parler de la surdité, déjà, qui est une maladie, non pas une maladie, mais parce que j'aime pas du tout ce mot, mais que beaucoup utilisent, c'est le handicap. Alors c'est pas un handicap, c'est juste malheureusement ou heureusement aussi, d'un côté il y a des choses positives et des choses négatives. Moi je préfère regarder les choses positives en disant que c'est déjà un handicap invisible, et puis pour les personnes ça peut être compliqué de dire mais en fait il est sourd mais il entend. Alors du coup c'est un peu les eaux troubles, comme on dit. Parce que t'es sourd mais en même temps t'entends, donc du coup ils savent pas sur quel pied danser en disant mais est-ce que t'es sourd ou est-ce que tu considères comme entendant ou sourd. Donc c'est là où souvent les gens ils ont la peine à faire la différenciation. Et puis pour revenir sur cette surdité, bien sûr, évidemment, dès que t'as une différence, peu importe la différence, t'as soit des regards, comment on va dire,
déjà un peu pas très cordiaux, Ouais. ou des regards curieux. Bon, les regards curieux, c'est bien, mais il faut jauger. Parce qu'il y a les regards curieux, puis il y a les regards curieux très assistants, qui vous regardent pendant un moment, et comme les chats quand ils fixent leur proie. Ouais. Et puis, en fait, on a cette sensation de... Je pense qu'on a tous eu cette sensation à un moment donné dans les transports publics ou je ne sais où, cette sensation d'être fixé. Alors, du coup, je veux bien qu'on soit curieux, mais voilà. À un moment donné, on n'est pas obligé de fixer une personne comme si c'était un extraterrestre, alors que j'ai deux oreilles, bon, ils marchent pas, mais deux oreilles, deux jambes, enfin, je suis un humain normal, Ouais. quoi. Je veux dire, c'est juste l'audition qui est pas présente, quoi. Quand... c'est Naturellement, intéressant. quoi. Donc quand tu dis on a tous vécu ce truc d'être fixé dans les transports publics, tu dis toutes les personnes qui portent des implants? Alors, pas toutes les personnes qui portent des implants, même des personnes comme toi, je veux dire. Ouais. J'aime pas dire ce terme, Mais non, mais normal. parce Mais que tout le monde moi, je me suis est... jamais fait fixer dans les transports publics, par D'accord. exemple. Enfin, c'est pas une expérience que j'ai vécue, tu vois. D'accord, ah bah voilà. Mais je veux dire qu'il y a des gens qui ont une manie de regarder les gens de manière très insistante. Ouais. Puis ça peut mettre celui qui sait pourquoi on le regarde, en l'occurrence, Mhm. toute personne qui a une différence qui se voit finalement. Parce qu'ils apparaissent, ça se voit, à part si on a les longs cheveux comme les filles ou les hommes qui ont les longs cheveux, Mhm. ils peuvent cacher puis ça passe incognito. Mais dès qu'on voit, les gens ils peuvent être très assistants quoi. D'accord. Et ça te fait te sentir comment? Alors pendant très longtemps je vivais très mal parce que je me disais mais en fait je suis pas normal, j'en voulais entre guillemets à ce handicap en me disant Hmm. c'est ça qui me fait ne pas me sentir égal entre guillemets alors que c'était complètement ridicule de dire des telles choses mais pour l'instant c'était légitime donc il y a une part de légitimité Ouais. mais cette légitimité elle s'est justifiée entre guillemets avec le harcèlement quoi avec le harcèlement scolaire avec les jeunes enfin les jeunes enfants quand on est dans une cour d'école primaire les enfants bon, ils ont une curiosité parfois maladroite. Mhm. Et là aussi, il y a la curiosité maladroite et il y a la méchanceté gratuite chez les Hmm. enfants. Donc du coup, souvent, les enfants, ils disent pas des choses très sympathiques. Et souvent, ça peut... Ils se disent, bon, il est pas normal, il est pas comme nous. Donc du coup, on va tout faire pour montrer qu'il fait pas partie de notre monde, entre guillemets. Et puis le harcèlement scolaire, ça s'est passé comme ça en école primaire. Et aussi, moi, ce qui m'est arrivé, c'est pas que les élèves, c'est-à-dire pas mes camarades qui ont eu du harcèlement scolaire, il y a aussi même les enseignants qui sont rentrés dans la farandole du harcèlement scolaire. Ok. Donc c'était très compliqué. Alors je vais te raconter une anecdote sur une école primaire. Pourtant, on est en Valais, hein, je veux dire, on n'est pas à Marseille ou je ne sais où, Ouais. où on pourrait dire, là oui, il pourrait avoir du harcèlement scolaire, mais du harcèlement scolaire comme ça. Alors moi, j'arrive à une rentrée, je vois un banc d'école dans le couloir, je dis au prof en rigolant, ah mais vous avez bien préparé la rentrée, mais apparemment tous les bureaux n'ont pas été mis dans la classe. Le prof, il se retourne, puis il me dit, non mais Adrien, écoute, le banc qui est là dehors, non, on a tout mis, tous les bancs. Mais celui qui est dehors, là, maintenant, c'est pour toi. C'est pour toi pour toute l'année. Ah ouais. Donc, du coup, j'étais dehors, puis j'ai jamais vraiment dit à ma maman. Puis c'est quelques années plus tard que je lui ai avoué ce que je vivais, entre guillemets, ce que je vivais, non, c'est pas entre guillemets, c'est ce que je vivais réellement Mhm. dans cette école. Donc, du coup, pour vous permettre aux auditeurs et à toi d'imaginer aussi la scène, c'est que la salle de classe et le couloir, vous avez la porte de la classe, puis vous Mhm. avez sur votre droite le tableau. En toute Ouais. logique. Alors du coup, moi, je suivais les cours, mais sans pouvoir voir le tableau. Je suivais de biais, c'est-à-dire que je voyais le professeur de profil. Mais donc, Le tableau, il était caché. Donc, il t'avait mis ton bureau dehors. Voilà, dans le couloir. Mais c'est hyper extrême. Enfin, j'ai jamais entendu un truc pareil. Et pourtant, parce que, soi-disant que je perturbais les cours et que je posais des questions inutiles.
Ah Donc, ouais, alors ok. j'avais presque envie de lui dire, mais excusez-moi de pas bien entendre, et puis de reposer ou reformuler les questions afin de Ah comprendre. waouh. Donc, du coup, ouais, il y a eu des beaux moments de colère qui sont sortis avec moi. Mhm. Enfin, soit disant que j'étais l'enfant terrible, mais en fait, je voulais juste m'exprimer en disant que je voulais pas qu'on me traite ainsi. Et puis après, les élèves ont fait la même chose. Ils m'ont fait qu'est-ce que, je pense que le pire truc que j'ai pu avoir à l'école, c'était par exemple, bah, ils m'ont piqué une fois l'appareil. Un Ouais, appareil, ok. ils m'ont pris. Et puis, je dis, mais rends-moi l'appareil. Et puis, il a fallu que je frappe pour avoir l'appareil de mes propres Mhm. mains parce que euh, un appareil comme j'ai, le prix il est aussi sympathique. Ouais. Voilà, il y a quand même une certaine somme. C'est pas les appareils des personnes âgées, comme on dit, qui sont déjà assez chers. Ouais. Mais Et moi, puis, je suis puis dans... t'en as besoin en Voilà, plus. Enfin, exactement. ouais. C'est comme les paires de lunettes, je veux dire. Ouais. Voilà. Donc, du coup, il a fallu que je frappe. Enfin, que je me montre Mhm. vraiment sous mon mauvais jour, comme on dit, pour récupérer ce qui m'est cher. Parce qu'en fait, sans les appareils, je participe pas à la vie entendante, Ouais. sachant que comme j'ai été entendant très tôt, à l'âge de 2 ans, j'étais implanté du premier appareil, du premier oreille, c'est-à-dire l'oreille droit. J'avais 2 ans. Et puis du coup, ben, j'ai eu des séances de logopédie, ce qui fait que les gens, quand ils m'entendent parler, puis comme vous pouvez constater, vous, chers auditeurs, c'est qu'on pourrait pas penser que je suis sourd de base, parce qu'en fait, j'ai une logopédie très précoce, j'ai été pris en charge très rapidement. Ce qui Ouais. fait que j'ai une élocution et puis déjà un peu l'accent valaisan, ça. Ça, c'est aussi une chose. Et puis voilà, du coup, j'ai pas, ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai pas appris la langue des signes parce Ouais. que voilà, ils voyaient pas l'intérêt. Parce que Mhm. j'ai jamais vraiment compris, mais après voilà. Moi, j'aimerais bien apprendre parce que voilà, je veux dire, je vis dans les deux mondes. Je vis Mhm. tant, alors la nuit, je vis dans le monde du silence, quoi. Parce que quand je dors, j'enlève les implants. Donc du Ouais. coup, j'entends rien du tout. Ce qui est pas mal d'à côté, surtout si on a quelqu'un qui dort à côté de soi, qui ronfle ou je ne sais quoi. Ouais. Voilà, je veux pas lancer des liens de couple maintenant, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, je vis dans les deux mondes, et puis c'est assez fascinant de se dire, mais en fait, le jour, tu es dans le monde des entendants, puis la nuit, tu es dans le monde du silence, quoi. Ouais. Donc c'est quand même une ambivalence, et puis voilà, quoi. Donc, Si on revient à cette histoire de harcèlement scolaire et puis aussi avec, enfin, avec le fait que de toute évidence tes enseignants n'étaient pas du tout outillés et équipés pour avoir un enfant qui avait des besoins spécifiques, toi tu penses que il y a quoi à cette époque-là qui aurait pu aider à ce que ça se passe mieux? alors il y avait déjà tout. Je veux dire, il y avait toutes les cartes en main. C'est-à-dire Ouais, qu'il y avait la logopédiste du HUG de Genève, qui est Madame Deria à Genève, et puis Monsieur Valentini, qui est mon ingénieur pour les appareils. Pourtant, je suis pas artiste, mais j'ai un ingénieur. Et puis, euh, ils étaient à disposition de l'école. Ils ont dit, on peut même faire une journée de sensibilisation dans l'école, autant pour les élèves que pour les ouais, enseignants. Et ils avaient toutes les coordonnées, ils avaient tout dans les mains, mais ils ont jamais ok. pris cette... Tu penses qu'il y avait vraiment juste pas la volonté de faire un effort ou, Non. ouais, ok. Voilà, parce que je pense que... Alors déjà, ils disaient que c'était une perte de temps, parce que j'ai pas entendu que j'étais un cas désespéré, voilà. Et puis, du coup, ben, je me suis fait mon petit bonhomme de chemin, jusqu'au jour où j'ai été hospitalisé d'urgence à l'hôpital de Sion, parce que j'étais en fatigue mentale et psychique et physique. Ouais. Donc, du coup, du jour au lendemain, on m'a sorti du circuit du contexte scolaire. C'était à quel âge? Alors là, À bonne peu près, hein. question, ouais, je pense, ouais, 12 et demi, 12 ans et demi. Ok, ouais. Ouais, 11 ans et demi, voilà. Mhm. Alors du coup, à 11 ans et demi, passer du jour au lendemain de la maison à l'hôpital, c'était un peu rude, mais c'est ce qui à la fois m'a sauvé aussi, parce que j'avais aussi le contexte familial qui allait pas. Et puis j'ai encore l'école, déjà l'école de base s'est greffée sur le contexte familial.
Et puis du coup, ça n'a pas arrangé les choses. Du coup, déjà, entre guillemets, du côté familial, même que je vis avec ma maman, ça se passe bien, mais il y a aussi le côté paternel qui allait pas. Et puis, il y a l'école qui se grève dessus. Donc du coup, j'ai dit, mais il fallait pas plus. Donc du coup, voilà, il faut jongler entre le contexte familial et ce qu'on vit dans une Ouais. salle de classe ou dans le contexte proprement dit scolaire. Voilà, donc du coup, c'est pas étonnant qu'un jour, les médecins ils tirent la sonnette d'alarme en disant, écoutez, Adrien, il faut vous reposer, reprendre votre énergie, et puis repartir, sortir du contexte scolaire dit normal, le cursus normal. C'est-à-dire que j'étais en institution qui, je pense, a été les plus belles années de ma vie, où j'ai été vraiment bien. Oui, c'est une institution qui reçoit des enfants autistes, troubles de comportement et tout type de, de, comment on peut dire, de pathologie. Je veux Ouais. pas dire pathologie parce qu'entre De guillemets, difficultés voilà, ou de... difficulté, Ouais. voilà. Les parcours de vie qui ont été aussi chez certains que j'ai rencontrés, et puis que c'était quand même prenant et rude. Donc du coup, voilà, je suis rentré dans ce cercle, entre guillemets, dans ce monde. Et puis je pense que c'était un des meilleurs mondes où j'ai pu l'avoir. Parce qu'il n'y avait pas... Pour une fois, j'allais à l'école, puis j'allais pas avoir des regards assistants ou du harcèlement. Parce qu'entre guillemets, tous ces élèves qui avaient des difficultés, troubles de comportement, autistes et tout, ils s'en foutaient comment t'étais. Si t'étais Mhm. noir, ils s'en foutaient. Si t'étais jaune ou vert, avec des oreilles ou sans jambes, ils s'en foutaient. T'étais un être humain comme autre, puis t'avais tous les droits. Alors du coup, je suis arrivé, j'étais comme un poisson dans l'eau. Mhm. On m'a pas vu. Ils m'ont posé des questions au début pour savoir ce que j'avais aux oreilles. Puis après, c'était les meilleurs amis, quoi. Je veux dire, je pense que c'était une des plus belles périodes que j'ai vécues de toute ma vie, au niveau scolaire, surtout au niveau scolaire, quoi. Est-ce que tu serais d'accord de parler un petit peu plus de ce contexte familial dont tu parlais là, qui Ah oui, était avec difficile? plaisir. Parce que le contexte familial, déjà, c'est un sujet qui est tabou encore à l'heure actuelle, qui commence gentiment, mais très progressivement, mais très lentement, comme on dit. C'est l'alcoolisme qui est comme un fléau, autant pour les addictions que pour, voilà, qui détruit les familles entières, que ce soit les jeux d'argent, la drogue, Mhm. l'alcool, enfin tous ces fléaux-là. Ça impacte, ça fait un petit séisme, hein. Je veux dire, une famille normale, puis qu'un jour, une personne, on peut dire comme ça, j'ai pas peur des mots, se détruit. Mhm. Et puis que autour d'elle, on va lui donner de l'aide, je ne sais quoi, donner des aides, des perches finalement, des perches, des bouées. Et puis que cette personne, elle prend ses bouées, elle les perce. Ouais. Pour donner une métaphore, et puis qu'elle nous traite en fait qu'on est tous parano, que en fait elle boit normalement, mais en fait à 2 grammes c'est normal quoi. 2 grammes de sang, 2 grammes d'alcool dans le sang, Ouais. pour lui c'est normal quoi. Bon après je pense qu'avec l'habitude, je pense qu'il voit même plus la différence, je veux dire. Après à un moment donné, je pense suivant la dose que tu prends, voilà, à un moment donné le corps il s'habitue malgré tout, puis tu te rends même pas compte que t'es plus toi-même quoi. Et puis surtout, j'allais un week-end sur deux chez mon papa. Et puis du coup, moi, j'avais mon frère qui est plus jeune que moi, il a 2 ans de moins que moi. Et puis du coup, j'ai presque dû jouer reprendre le rôle de mon père, en fait, pour assumer mon frère, Ouais. pour nous démerder, pour essayer de manger des petits trucs. Alors, moi, je savais pas cuisiner, mais on bouffait des saloperies. Je veux dire, au bout d'un moment, tu Ouais. manges une chips, question de mettre quelque chose Ouais. sur la dent. Et puis, du coup, voilà, après, ça s'est arrêté. On a été mis en chambre pupillaire. Et puis, enfin, chambre pupillaire. Et puis, on a séparé il n'y a plus le droit de garde. Et puis, il y a eu un processus pour lui, c'est-à-dire de devoir faire les prises de sang et les prises de cheveux pour voir sa consommation d'alcool. Et puis si il devait plus avoir d'alcool à un moment donné pendant une certaine période, s'il y avait de l'alcool même 0,1, ça recommençait le processus de dire Ouais. vous n'avez pas vos enfants puis vous recommencez. Euh, il avait bien fait le truc. Franchement, j'ai applaudi. Je sais pas si c'était une volonté à un moment donné de vouloir arrêter. Et puis Mhm. en finale, il s'est jamais présenté.
Donc, du coup, souvent, ils nous posaient des lapins en disant, ben, ce soir, par exemple, vendredi soir, à 5h30, je sais que papa, il vient nous chercher pour partir chez lui, finalement. Ouais. Passe 1 heure, passe 2 heures, passe 3 heures, et papa. Ouais. Puis après, il met juste un message à ma mère. Ah, mais moi, j'avais pas envie, j'avais pas le courage de venir chercher les enfants. Hmm. Le devoir de parent, c'est pas un travail temporaire. Ouais. Je veux dire, c'est un travail à plein temps. Mhm. Alors, du coup, c'est soit tu veux ou tu veux pas. Mhm. Mais après chose faite, voilà, il y a aussi des mots qui ont été sortis. Moi, j'ai plus contact avec mon papa depuis 8 ans. Ouais, 8 ans. Ok. Parce que j'ai chaque fois essayé, j'avais chaque fois de l'espoir. J'avoue que j'étais très naïf. Hein. Je pense que toutes les personnes qui vivent dans cette situation sont naïfs à un moment donné, dans l'espoir que la personne change, et puis qu'au final, la personne elle change pas. Donc du coup, il y a quand même un grand chemin qui doit se faire. Puis il y a aussi l'acceptation, en se disant, mais en Mhm. fait, je donne toutes les bouées, je peux sortir toutes les bouées du Titanic, si je veux dire. Puis que la personne, toutes les bouées qu'on a lancées à côté du bateau, elle les perce. Puis qu'après, on n'a plus Ouais. de bouées. Donc, du coup, à un moment donné, tu dis, bon, bah, voilà. Les bouées, elles ont toutes été exploitées. Tu les as percées. Au bout d'un moment, t'as plus l'espoir. Du coup, c'est là que tu prends la décision, la terrible décision, et tu dois faire aussi la deuil, je veux dire. C'est pas Ouais. en lien avec la mort ou quoi. Le deuil, c'est toute la vie, c'est pas que la mort, c'est aussi la fin la fin d'une relation, la fin d'un travail, la fin d'un cycle, quoi. Mhm. Puis là, bah, l'acceptation, c'est de dire, mais voilà, il veut pas être aidé, donc du coup, je coupe tout contact. Parce que quand une personne est une perverse narcissique, mythomane, enfin voilà, c'est un peu un cocktail Molotov. Mhm. Donc du coup, comme je suis une personne aussi hypersensible, on prend tout à cœur, puis on culpabilise beaucoup. Puis les personnes qui sont manipulateurs aussi savent comment jouer sur les sentiments en disant, mais tu vois, si tu fais pas ça, moi je Mhm. vais faire ci. Et puis ça joue beaucoup pour un enfant de 10 ans ou Mhm. 11 ans. Vous imaginez la pression qu'un parent lui dit, bah, si tu fais pas ça, je veux plus te voir. Bien sûr, surtout que c'est vraiment un âge où, enfin, toute l'enfance où, en fait, ce que tu cherches, c'est juste avoir l'amour de tes parents. Enfin, c'est vraiment un truc hyper important. C'est intéressant parce que t'as parlé de naïveté avant, puis c'est encore tu vois, presque encore un reste de culpabilité ou d'autodévalorisation qui va avec ça. Tu as l'impression d'avoir été naïf, alors que quelque part, en fait, t'es juste victime de la situation. Exactement, exactement. Mhm. T'as tout résumé, c'est fantastique. Après, ce que je voulais encore ajouter, c'était que après il y a des mots qui ont été dits, puis que voilà, je pense que aucun parent pourrait, en tout cas pour moi, aucun parent fait normalement constitué devrait dire ça à son enfant. Je suis pas ton père, Mhm. ou tu n'es pas mon fils. Comment vous pouvez dire des mots aussi forts à un enfant qui déjà moi qui était adopté, donc du coup il y a déjà un premier abandon de mes parents Ouais. en Russie. Voilà, je viens de Russie, j'ai pas peur de le dire. Voilà, surtout la vie, la situation. Mais je viens de Russie, entre guillemets, si on fait le schéma, c'est-à-dire que j'étais abandonné, même que j'étais très jeune, j'avais 7 mois et demi quand je suis arrivé ici en Suisse. Malgré tout, il y a quand même des restes de l'abandon, je pense, qui se fait, qu'un enfant peut ressentir, même si il est pas, on va dire, il ressent, quoi, je veux dire, l'âme, elle le ressent à un moment donné. Et puis, Ah il y oui, a oui, je pense, déjà, ouais, quand t'es un nourrisson, t'as besoin ah d'avoir oui, la sécurité, ouais. exactement. Et puis là, du coup, il y a déjà un premier abandon qui a été fait Ouais. en Russie de la part de parents biologiques. Ensuite, vous avez les parents adoptifs. Et puis, dans la mère, ma maman adoptive, à Bijou, je veux dire, voilà. Et le papa, voilà, pas plus présent que le temps, mais qui prenait son rôle de papa comme quelqu'un qui, voilà, je sais pas comment dire, qui prend la légère, je veux dire. Ouais. Voilà, il était pas si présent que ça parce que finalement, il était plus présent près de sa bouteille que vers Mhm. son enfant. Et puis voilà. Donc ouais, c'est compliqué parce qu'en fait, vous avez un deuxième abandon d'un parent. Encore un parent, mais c'est quand même un parent, c'est pas les deux parents, mais c'est quand même un parent moi. Donc du coup, moi j'ai quand même dû me prendre des
des papas modèles, entre guillemets. Ouais. J'ai pas peur de le dire. Et puis, je pense que toute personne qui a dû faire un deuil d'un parent, voilà, que ce soit par un décès ou par un abandon à la naissance, parce que le papa, il a pas, parlant vulgairement, il a pas porté ses couilles, il a porté ses couilles pour le faire, pour faire la relation avec la femme. Puis après, quand l'enfant, il est dehors, et puis il a envie, puis qu'il est dans ce monde, tout d'un coup, le père, il a plus les couilles pour de dire, oui, c'est mon enfant, et je vais l'élever. Non, ça se part en courant. Ouais. Et puis du coup, ben voilà, l'enfant, ben, il ressent déjà cet abandon, puis il va toujours rechercher la figure paternelle. C'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Je me suis identifié à mes oncles, je me suis identifié à mes patrons. Et puis voilà, après, c'est un peu comme un puzzle, on prend une partie de chacun Ouais. pour essayer de construire le truc, mais il manque toujours un petit truc. Ouais. Parce que le puzzle, il est jamais vraiment rempli. Il y a toujours un petit truc. Tu dis, mais en fait, oui, j'ai tout, mais il n'y a pas le papa que l'on a déjà nous-mêmes. Donc, du coup, ça fait assez bizarre quand moi j'en ai souffert à un moment donné, plus jeune, c'est de voir les autres avec leurs parents, avec leur papa. Leur papa protecteur qui est toujours là pour eux. Et puis moi, je me dis, mais en fait, c'est que ma maman. Donc, mais ma maman, elle a fait énormément. Et puis, voilà, je veux dire, elle a remplacé aussi cette figure paternelle, même si c'est une femme. Enfin, voilà. Mais après, il y a des choses qu'on peut pas discuter avec sa maman, qu'on peut discuter avec le papa. Notamment pour, voilà, la sexualité, l'adolescence, tout ça. Donc du coup, voilà, j'étais un peu livré à moi-même, et puis voilà, j'ai fait mon bonhomme de chemin, et puis avec cet alcoolisme de mon papa, et puis le fait de devoir gérer mon frère quand mon père ne pouvait pas assumer parce qu'il avait 4 grammes ou je ne sais quoi, puis qu'il était vautré sur le canapé, puis qu'il savait plus comment il s'appelait, tout juste comment il s'appelait. En fait, on devient ce que j'aime dire, c'est c'est un adulte dans un corps d'enfant, quoi. Ouais. Alors du coup, j'étais très vite mature, déjà. Je me tenais toujours avec des adultes parce que vu le harcèlement scolaire, pour revenir au harcèlement scolaire, tout est lié, hein. Ouais. Vu le harcèlement scolaire, au bout d'un moment, on craint beaucoup les jeunes de son âge, parce qu'on se rend compte que les personnes, on va dire, matures et plus âgées, en fait, la différence, elles s'en foutent. Vous êtes un être humain comme un autre, tandis que les jeunes de votre âge, c'est plus la méchanceté ou la taquinerie, et puis du coup, suivant comment tu vis déjà ta situation personnelle, puis quand te taquine, ou quand te fait des vannes, ou même des petits pics, au bon endroit, au bon moment, comme on dit, au mauvais endroit, suivant la sensibilité que tu as, t'es vite impacté, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a permis, du coup, en traversant tout ça, l'abandon, le rejet par les jeunes du même âge que toi, c'est quoi qui t'a permis de survivre finalement, enfin qui t'a permis de devenir un adulte et puis d'être là maintenant? Je pensais déjà, comme on dit, le meilleur ami du monde, c'est soi-même. Parce que on vit avec nous-mêmes. Si on n'est pas le meilleur ami de nous-mêmes, on peut déjà avoir de sérieux problèmes, comme on dit. Il faut déjà s'aimer, ce qui est compliqué, parce que voilà, après si on a une confiance en soi qui est déjà dévalorisée, enfin voilà, moi j'ai eu une estime de soi qui était dévalorisée plusieurs fois, ce qui peut se comprendre. Donc du coup, si on prend pas soin de nous-mêmes, puis se dire c'est nous finalement qui sommes importants, les autres, je veux dire, je vis pas pour les autres, on vit déjà pour soi. Et puis ce qui m'a permis de survivre aussi, entre guillemets, c'est le fait de la musique déjà. Je pense que la musique c'est pour tout le monde un petit moyen d'échappatoire du quotidien, parce que la musique ça il y a même des études qui le prouvent. Il y a des bienfaits sur la musique. Ça peut même sauver des personnes en situation de détresse, de profonde détresse. Après, il y a des personnes qui écrivent, qui ont besoin de mettre leurs mots sur des mots. J'aime beaucoup cette phrase.
mettre des mots sur des mots et puis de pouvoir surtout extérioriser d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, on n'est pas une marmite. Parce qu'au Ouais. bout d'un moment, la marmite, quand ça bout, ça sort. Mhm. Puis quand ça sort, c'est pas très joli. Voilà. Ça Ouais. fait des dégâts aussi. Donc du coup, c'est mieux de les personnes qui sentent justement ce jugement de ouais, d'humeur ou de trop plein. Je pense qu'à un moment donné, elles vont faire ce qui est dans leur possible, dans leur champ possible, de dire je vais extérioriser ça d'une manière, peu importe la manière, mais ils extériorisent. Mhm. Soit par la musique, soit par l'écriture, soit par des œuvres d'art, Mhm. des tableaux, qu'on pourrait dire, mais en fait, c'est quoi? Puis en fait, eux, c'est leur interprétation, c'est leur situation. Il y a aussi des tatouages. Maintenant, de plus en plus, Ouais. les personnes qui mettent des fragments de leur vie sur eux-mêmes pour dire, bah Ouais. voilà, il y a des autobiographies, il y a vraiment tous les moyens. Mhm. Maintenant, bah, toi aussi, t'es aussi une pièce importante, Fred. C'est de permettre à ces personnes de mettre des mots sur des mots, entre guillemets, grâce à leur donner la parole. Leur Mhm. donner une attention que peut-être ils n'ont pas eu à un moment donné, et puis qu'ils cherchent désespérément, ou ils essaient de chercher cette attention, puis Mhm. pouvoir avoir quelqu'un qui les écoute, puis avoir des gens en face, de l'autre côté du téléphone, qui Ouais. écoutent toutes ces personnes qui ont traversé tous les chemins qui sont différents, quoi. Mhm. Mais qui sont tous magnifiques parce qu'ils sont porteurs d'espoir, et puis c'est ça qu'on veut, quoi. Donc voilà. Bah, merci. J'apprécie beaucoup cette intention-là. Et puis, bah, tu disais au début de la discussion, tu disais que tu t'aimais bien te concentrer sur le positif. Du coup, de toutes ces choses-là, de tout ce que tu as vécu, ton handicap et puis tout le reste qui s'est passé dans ta vie, qu'est-ce que tu tires de ça finalement aujourd'hui? Est-ce que tu arrives à tourner ça en positif et qu'est-ce que ça t'apporte ou qu'est-ce que tu as réussi à en faire? Oui, alors moi ça m'apporte beaucoup positif, parce que je me dis, bah en fait tout ce que, comme toute personne, ce que je veux dire, c'est que il y a pas de fumée sans feu, comme on dit. C'est-à-dire Mhm. que tout ce que tu as, les expériences que t'as pu connaître dans le passé, que ce soit autant bien que négatif, autant positif que négatif, ça va permettre de te construire, puis devenir la personne que tu es Mhm. à l'heure actuelle, puis que tu vas peut-être devenir encore dans les années à venir, parce que la vie est une expérience, et puis du coup, ben, tout ce qui est expérience, ben, tu peux en sortir grandi. Mhm. Donc du coup, c'est ça qui permet de forger son caractère déjà. Moi, j'ai un caractère qui s'est forgé malgré tout. Voilà, on est changé, quoi. Je veux dire, Ouais. les expériences, puis on peut surtout, avec ces expériences, ce que j'espère aujourd'hui, c'est d'aider les gens, puis leur dire, mais en fait, voilà la situation, ce que j'ai vécu, et puis voilà ce que je suis à l'heure actuelle, Mhm. et puis ce que je peux encore refaire demain dans le futur. Donc du coup, les personnes qui ne croient plus en elles, ou qui ont malheureusement le harcèlement scolaire maintenant, c'est devenu un fléau. Mais il y a aussi un autre fléau qui arrive maintenant avec nos appareils numériques, c'est le cyberharcèlement. Mhm. D'autant plus que maintenant les élèves, ils ont tous un téléphone portable, parce que moi j'avais pas. J'ai l'impression d'être un vieux de la vieille, mais j'avais pas de téléphone portable à la cour d'école. Mhm. Maintenant, il y a les groupes WhatsApp, il y a tout plein de groupes que les Mhm. enseignants souvent ils savent pas, Ouais. parce qu'ils savent pas ce qui se crame derrière, puis il y a du harcèlement sur un élève, ou je sais pas, voilà. Et puis du coup, bah, il y a tout plein de choses qui changent. Mais pendant ce temps, Mhm. si on fait pas la prévention, puis qu'on dit pas, écoutez, il y a des personnes qui ont vécu le harcèlement, mais qui s'en sont sorties, Mhm. et puis que si je peux aider, j'aide très volontiers. Et puis leur déjà donner une visibilité à ce fléau, malgré tout. Et puis aussi dire, bah, donner un message d'espoir au final. Mhm. C'est ça. Et dans ton travail, on peut en parler un petit peu parce que tu as, un travail assez particulier. J'imagine que tu es aussi beaucoup dans cette relation d'aide à l'autre ou de soutien à l'autre. Si tu peux nous parler de ça un petit peu.
Alors effectivement, mon métier, il sort un peu des codes, on va dire, pour un jeune de 24 ans, ou même plutôt si je dois revenir à la genèse de cette vocation. À l'âge de 10 ans, un enfant, enfin un jeune enfant, dit qu'il va être Ouais. pompier, policier, Mhm. vétérinaire, tout ce qui est, Astronaute, voilà, footballeur. exactement, tout ce qui vend du rêve, entre guillemets, Ouais. qui fait du bien au monde, finalement. Oui. Voilà, tout ce qui fait rêver, puis qu'on a envie de dire, mais en fait, j'ai envie d'être ces personnes-là Mhm. qui propagent du bien autour d'eux. Eh bien, moi, je propage du bien autour de moi, dans les moments les plus difficiles, c'est-à-dire lors d'un décès, lors de la perte d'un être cher. Vous aurez sûrement compris, je suis, vulgairement parlant, croque-mort, mais ce métier a une belle, un terme beaucoup plus joli. Moi, j'aime beaucoup utiliser les deux termes suivants, c'est-à-dire conseiller funéraire ou accompagnant de famille en deuil. Parce que finalement, on les accompagne aussi. Donc, du coup, on accompagne autant la personne décédée qui, malgré tout, est partie puis qui repose en paix. On doit accompagner ceux qui restent. Parce Mhm. que ceux qui restent, ils sont, comment on va dire, dans un brouillard. Donc, du coup, si vous voyez un peu une cordée d'alpinistes au sommet d'une montagne, imaginez, vous êtes dans une montagne, il y a un brouillard. Vous voulez avoir une corde pour vous guider. Et puis nous, les pompes funèbres, c'est ce rôle-là qu'on fait. C'est-à-dire qu'on les guide dans ce moment, dans ce brouillard qui est le deuil, qui est souvent préparé. C'est-à-dire que quand c'est une personne âgée, on sait que c'est la logique. Parfois, quand c'est un enfant, c'est pas la logique. Et quand c'est un suicide, c'est encore moins, entre guillemets, la logique. Parce Mhm. que c'est quand même brutal. Donc, du coup, il y a toutes les questions qui restent en suspens. Pourquoi nous et pourquoi qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Donc, du coup, il y a toutes ces facettes-là du métier et de l'aspect de l'accompagnement qu'il faut prendre en compte. Après, qu'est-ce que je pourrais dire voilà, le premier stage que j'ai fait, j'avais 12 ans. Ok. Voilà. C'est un truc que t'as voulu faire depuis que t'étais enfant déjà. Oui, alors, depuis enfant, j'ai perdu ma mémé avec qui j'étais extrêmement fusionnel. Maintenant, ça va faire 15 ans. Mhm. À la fin de la cérémonie, le corbillard il part, puis je dis à ma maman, je voudrais faire croque-mort. Ma maman me fait, pardon, j'ai pas compris. Parce que dans l'émotion, elle a pas compris quand Ouais. déjà, on voit déjà le corbillard qui part, puis du coup, comme c'est sa grand-maman, Mhm. elle est touchée comme toute la famille. Puis elle me dit, pardon, j'ai pas compris ce que tu as dit. Je dis, maman, je veux faire croque-mort. Puis je Mhm. pointe du doigt le corbillard. Mhm. Puis elle me fait, ok, rien de plus, ni moi. Ok. Mhm. Arrive le temps de l'école. Bien sûr, les questions on va jamais y échapper quand on est à l'école. Qu'est-ce qu'il veut faire plus tard, le petit Théo, le petit Mathéo, la petite Julie? Ouais. La question basique. Le taux de classe, elle arrive, bien sûr, la question sur le petit blondinet, Adrien. Adrien, qu'est-ce que tu veux faire? Déjà, j'avais le chic et la réputation d'être un cirqueur, parce que je suis déjà très bon vivant, puis j'étais déjà très cirqueur à l'école aussi. Mhm. À l'institution, bien sûr, parce qu'à Ouais, l'école ok. primaire, c'était encore, c'était une autre histoire. Mhm. Alors on me disait, mais écoute Adrien, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je dis croque-mort. Toute la classe se marre. Mhm. La prof, un peu moins. Elle me dit, Adrien, sérieusement, tu veux faire quoi? Les autres, ils ont dit, t'as entendu ce qu'ils ont dit les autres, mais toi, tu veux faire quoi vraiment? Bah madame, je vous dis, je veux faire croque-mort. Mais Adrien, t'as bien compris la question? Silence dans la classe. Et là, alors les élèves, d'un coup, ils ont commencé à se rendre compte que c'était pas une blague. Ah ouais. Donc du coup, les rires, ils commencent à s'estomper gentiment. Le calme, il revient. Mhm. La prof, un peu moins patiente. Adrien, j'ai pas compris. Est-ce que t'as vraiment compris la question ou je te répète? Je dis non, madame, j'ai bien compris la question et je vous répète pour la millième fois. Je veux être croque-mort. Ok? Mais t'es vraiment sérieux? Parce que là, t'as 11 ans, 12 ans, je veux dire, t'as Mhm. bientôt le stage qui va se débuter, le fameux stage qu'on a tous eu, c'est Oser tous les métiers. Ouais, On ouais. devait aller un jour dans une Oui. entreprise, soit chez papa, ou soit chez maman. Puis comme mes parents ne font pas, enfin que ma maman ne fait pas ce métier, j'ai
trouvé une entreprise de pompes funèbres de la région, puis j'ai dit, ben voilà, je voudrais faire un stage, 12 ans, ok. Le croque-mort, il m'a dit, mais écoute, si t'es pas chaud, tu peux sortir de la pièce. Le stage se passe merveilleusement bien, j'ai touché la première personne décédée à 12 ans. Je veux dire, D'accord. voilà, pour faire un soin un soin de présentation. Et le croque-mort, il était là, mais en fait, t'as fait comme si t'avais eu ça toute ta vie. Mais en fait, ce qu'ils savent pas, ce que vous savez pas, c'est que j'ai la mort qui m'a accompagné depuis très jeune. Je veux dire, en 2004, j'avais 4 ans. J'ai perdu mon oncle du côté de mon père. Mhm. Donc du coup, j'avais déjà ce contact avec la mort parce qu'en plus, ils l'ont gardé à la maison. Donc du coup, toute la famille étant pratiquante. Du côté de mon oncle, était très pratiquant. Du coup, on devait être toute la famille autour de lui. Enfin voilà. Donc du coup, c'est mon premier contact avec la mort. Et puis ensuite, en 2009, 2010, c'était les pires années où on a perdu vraiment du monde dans la famille. Et puis, la vocation, elle est née vraiment en 2009 avec ma mémé. Et puis du coup, Mhm. ça s'est concrétisé, le premier stage en 2012, 12 ans. 2014 à 14 ans. Et ensuite, voilà. Après, en 2018, j'ai eu la chance d'être engagé auprès des pompes funèbres pour qui je travaille actuellement, c'est-à-dire les pompes funèbres Coco Sarrasin à Martigny. Donc du coup, moi, je m'occupe de toutes les régions, mais principalement de mon village. Mais après, si on m'appelle, je sais pas, moi, il y a quelqu'un qui décède ou qui veut avoir mes services, par exemple à Montaix ou à Sion, Mhm. je me déplace. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas vraiment de secteur de dire non, moi, je peux pas aller plus loin. Je veux dire, je vais là où on m'appelle. Et puis du coup, ça fait 5 ans, 5 ans cette année que que je suis chez eux et puis que monsieur Sarrazin Cédric m'a donné la chance de concrétiser, m'a donné la possibilité de concrétiser une grande partie de mon rêve, de ma vocation. Et puis l'autre partie de cette concrétisation de rêve, c'est de travailler à 100%. Et puis Mhm. pour le moment, je travaille pas encore à 100%, mais sait-on jamais. Alors, du Ok. coup, voilà. Et qu'est-ce que ça... J'imagine que ça t'apporte quelque chose émotionnellement, mentalement, ce travail, tu décrirais ça comment? Qu'est-ce que ça... Comment t'évolues là-dedans et comment tu vis ce job au quotidien? Alors, comment je vis ce travail au quotidien? Je veux dire, moi, j'ai la chance. Comme beaucoup qui font ce métier, ils ont cette chance aussi. Parce que sinon, entre guillemets, pour pas faire le jeu de mots, on s'enterre. Si on prend le travail à la maison, c'est fini. Je veux dire, si vous pleurez avec la famille, c'est fini. Voilà. Mhm. Je veux dire, on peut pas porter toutes les peines du monde, mais on peut être empathique et puis parfois être ému parce qu'il y a quand même certaines situations qui peuvent nous émouvoir. Par exemple, là, il y a 2 semaines, j'étais aux visites d'une petite nièce d'un collègue qui avait seulement 10 ans, qui est Mhm. décédée. Alors du coup là, émotionnellement, par exemple, quand vous voyez un enfant, ce qui n'est pas la logique des choses, Ouais. dans un cercueil, voilà, ça peut vous faites naturellement, même si vous voulez pas, vous faites l'introspection en se disant mais en fait ça peut être ma sœur ou ma fille. Mhm. Enfin voilà. Alors du coup il y a quand même des moments comme ça où émotionnellement on a le droit d'être humain quoi. Je veux dire, on Mhm. n'est pas des robots, on n'est pas des machines, mais on doit réussir à passer dessus malgré tout. Ouais. Donc, du coup, il y a quand même des situations comme ça. Après, il y a aussi des moments d'échappatoire. Je veux dire, il y a la marche. Moi, je fais beaucoup de marche. Il y a la musique. Voilà, il y a Ouais. tous les moyens sont bons pour changer les idées. Mhm. Parce que si vous amenez les images de ce que vous avez pu vivre, soit des accidents, soit des suicides ou des voies tragiques, Ouais. là, si ça vous hante, euh, Mhm. voilà, c'est fini, je veux dire, vous pouvez pas vivre. Parce que vous aurez toujours ces images. Moi, j'ai la chance, c'est quand je m'occupe d'une personne, puis qu'on me dit, mais t'es comment la personne? Je vois pas. Je veux dire, je fais mon travail, je vois un être humain, oui. Mais j'arrive pas à me souvenir de la personne, puis heureusement. Parce que dans certaines situations, si vous vous souvenez de comment elle était Ouais. la personne, les conditions, c'est plus compliqué, puis là, vous pouvez pas dormir, quoi.
Donc du coup, on doit avoir nos tiroirs dans le cerveau, comme on dit, puis dire, bah voilà, ça a été fait, c'est une partie du travail, ça fait partie entre guillemets, du contrat qu'on a, c'est-à-dire que si on fait ce travail déjà, il faut être prêt à être préparé au pire. Et puis aussi, d'être déjà, c'est un métier qui demande la disponibilité quasi, c'est tous les jours, je veux dire. 365 jours, vous êtes à une fête de famille, le téléphone sonne. Les gens meurent tout le temps, quoi. Oui, voilà. Ça peut arriver. Ça prévient pas assez souvent, même. Ouais. Mais après, voilà, ça prévient pas. Et puis, il faut être prêt à dire, je dois faire des concessions. S'il y a une fête de famille, même que vous aimez la fête de famille, si le téléphone il sonne, voilà, vous devez partir. On y va, ouais. Voilà, exactement. On va voir la famille. Moi, ce que je fais, principalement, ce que je fais quotidiennement, c'est-à-dire, pas quotidiennement, mais quand je travaille dans ce milieu, de temps en temps, c'est d'accompagner les familles, déjà les recevoir pour parler du gros, c'est-à-dire l'administratif, ce qu'ils veulent, ou ce que la personne avait décidé, elle leur avait donné les directives, parce qu'il y en a de plus en plus maintenant à l'heure actuelle qui prévoient leur dernier voyage, comme j'aime beaucoup l'appeler. Et nous, les pompiers, on est le chef d'orchestre de ce dernier voyage. Je veux dire, on a la partition, c'est-à-dire la famille, elle nous donne la partition en disant, vous devez faire ça. Puis nous, on ne doit pas avoir une fausse note. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire, voilà, on a manqué un truc. Parce que la famille, elle nous donne ce qu'elle a envie. Ouais, puis c'est un moment tellement important pour les familles, justement, et c'est tellement fondamental, ce moment de dire au revoir, en fait. Exactement. Ouais. Puis un adieu, ça se refait pas. Je veux dire, on peut pas le refaire. Et tu joues, du coup, un rôle hyper important là-dedans. Voilà. Quoi. Et puis, du coup, on a ce rôle qui est très important, qui est très primordial, c'est-à-dire chef d'orchestre. Et puis on doit accompagner avec la plus belle mélodie que la famille nous a donnée, en donnant la partition. Si je peux faire une métaphore, c'est-à-dire que la famille elle nous donne la partition. Nous on a la baguette pour jouer cette partition que la famille veut, et puis donner une très belle mélodie au niveau cérémonie, au niveau prestation, ce qu'on doit faire, puis satisfaire la famille, répondre à leurs attentes, même les plus exigeantes. Voilà, donc du coup on n'a pas le droit à une fausse note, parce que la famille elle va dire, voilà, vous avez pas oublié, vous avez oublié ci, ça, puis ça c'est un peu, on passe un peu pour les couillons, quoi, si on le fait. Donc du coup on doit être irréprochable, tant vestimentairement, je veux dire, on peut pas arriver n'importe comment devant une famille, ni en cérémonie, on peut pas venir avec, par exemple, je sais pas moi, une cravate jaune, ou, je veux dire, je dis des conneries. Mais par exemple, on peut pas avoir une tenue olé olé, donc c'est un moment qui est quand même triste, mais à la fois, maintenant, ça commence à devenir solennel aussi. Parce que c'est comme une célébration de la vie qui a été faite, et puis... oui, j'ai l'impression que les gens ont aussi de moins en moins envie que ce soit tout en noir. J'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus de couleurs aussi dans ces moments-là, de plus en plus justement cet aspect célébratoire, comme tu dis. Ouais. Alors moi, je vois aussi cette évolution, c'est-à-dire déjà, les personnes, elles choisissent de plus en plus l'intimité ou la simplicité. Ouais. Il y a moins en moins de personnes qui vont à l'église, ça on se rend compte. Après, on se rend compte aussi, c'est la personnalisation. C'est-à-dire que les familles, elles ont plus envie d'avoir quelque chose de, entre guillemets, si je veux dire comme ça, imposé ou qui est déjà, qui est dans les codes, entre guillemets, du rituel. Et puis les familles, elles ont besoin de faire comme elles ont envie. C'est louable, parce que c'est justement ça qu'il faut. C'est leur proche. C'est pas notre proche. Non, on est là pour l'embellir. Il nous appartient pas. Je veux dire, le grand-papa qui est décédé dans un home, oui, nous le prenons en charge. Mais le corps ne nous appartient pas. C'est pas nous qui allons décider pour la famille pour dire, voilà, vous devez faire comme ça. Non. Le proche, ça leur appartient, puis ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Je veux dire, s'ils veulent mettre le cercueil de grand-papa en couleur arc-en-ciel, puis écrit en dessus, grand-papa, au revoir, on t'aime, un classe du indélébile, ils le font. On n'a pas à juger. Ouais. Voilà. Si tu pouvais parler à Adrien qui a 9, 10, 11 ans, qui vit du harcèlement scolaire et sa situation difficile à la famille, de là où t'es toi maintenant avec ton travail bien dans tes baskets, qu'est-ce que tu lui dirais ?
bah, t'as désespéré, pendant ce temps, il s'en est sorti, et puis, il donne du bonheur, entre guillemets, aux gens qui entourent lui. Déjà, par ce témoignage que je fais aujourd'hui, je propage quand même un bon message d'espoir, et puis, une bonne leçon de vie, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais en fait, écoute, Adrien, t'as quand même un sacré parcours, mais t'as quand même une ténacité, et puis une persévérance hors du commun que peu auraient eu pour vivre ce que t'as vécu. Alors, du coup, déjà ça. Et puis après, il y a aussi tout plein de choses qui font que voilà, on se construit et puis on fait avec. Mais ce que j'ai envie de lui dire, bah, c'est de toujours y croire. Parce que c'est pas parce qu'on traverse un petit moment de brouillard qu'il n'y a pas de soleil derrière le nuage. Mhm. Bah aujourd'hui, pour parler du Valais, bah voilà. Le Valais, voilà, je sais que tu viens du canton de Vaud. Voilà, bah tu vois, on a égalité. Pour une fois qu'on n'a pas le soleil, puis que je peux pas te taquiner en disant, bah, nous on a le soleil, puis vous avez le brouillard. Eh oui. Non, on est égal, mais voilà. Je veux dire, pour venir sur les nuages, bah, derrière chaque nuage, il y a toujours un soleil. Donc, du coup, c'est Hmm. pas parce que le nuage, on croit qu'il est très opaque, et puis qu'on peut pas le traverser, qu'il n'y a pas le soleil derrière. Donc, du coup, Hmm. là. C'est pas parce que l'herbe, elle semble être plus verte chez le voisin à côté, qu'il n'y a pas des emmerdes dessous. Ouais. Je veux dire, il y a que la pote de l'iceberg. L'iceberg, il peut être joli de dessus, mais dessous, quand on voit, ben, on comprend mieux ce qui se passe, quoi. Donc les nuages, l'herbe et l'iceberg. Comme tu le sais, j'aime bien aussi finir ces discussions sur une note, une note de soleil un petit peu. Et déjà, merci beaucoup pour ton témoignage qui était hyper touchant et hyper réel. Enfin, j'ai beaucoup apprécié cette conversation. Et pour conclure, est-ce que tu peux me dire, Adrien, ces temps ou aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait sourire? Moi, ce qui me fait déjà sourire maintenant, et puis ce qui me fait du bien, c'est de me dire que dans une année, je finis mon apprentissage, mon CLC. Parce que Hmm. aussi, dans le côté apprentissage, j'ai aussi eu mon petit bonhomme de chemin aussi. Dans une année, j'achève le CLC, bien que avec 4 ans, mais maintenant, qu'est-ce qui est conforme et pas conforme, plus grand-chose. Parce qu'avant, on devait être marié à 20 ans, avoir des enfants tout de suite. Ouais, Enfin, voilà. voilà, ce que ont vécu nos parents, nos grands-parents. Maintenant, à l'heure actuelle, maintenant, on peut, entre guillemets, vivre selon comme on veut. Mais moi, j'ai le CLC l'année prochaine, du coup. Puis c'est ça qui va me permettre de faire ce que j'espère un jour, bah, je vais le faire. Se faire le brevet fédéral d'entrepreneur en pompe funèbre pour montrer déjà le sérieux que j'ai, puis c'est vraiment une envie que j'ai depuis que j'ai envie de faire ce métier. Et puis aussi, ben, ce qui me fait sourire aujourd'hui, ben, c'est de pouvoir, ben, déjà, ce qui me fait déjà sourire d'avance, c'est déjà ce témoignage que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire de pouvoir, au moins, faire sourire nos auditeurs, Mhm. en disant, ben voilà, effectivement, il a raison, ou voilà. Et puis, ben, pourquoi pas des futures rencontres avec les auditeurs, Mhm. si on a ceux qui ont envie de partager, ou voilà. Ouais, moi, j'ai aussi envie de donner une bonne chose aux gens, et puis s'ils veulent partager, ben, ils peuvent partager, puis je suis là comme j'aime beaucoup le dire, je suis un peu comme une étoile, je veux dire, le jour on la voit pas, mais la nuit, dans les moments les plus sombres, je suis là. Donc Mhm. du coup, voilà, c'est pas parce que l'étoile, on la voit pas le jour qu'elle existe pas. Voilà. Donc du coup, je me réjouis déjà d'avance de voir le sourire de mes auditeurs et auditrices qui sont soit à leur travail en écoutant le podcast sur Spotify Mhm. ou YouTube, Oui. Instagram. Donc du coup, je me réjouis déjà de l'impact que ça va donner Mhm. sur toutes les personnes qui nous écouteront. Et puis, bah, espérer que il y ait des retours positifs en commentaire ou par Mhm. message. Enfin, par tous les biais sont possibles, comme on dit, tous Mhm. les chemins mènent à Rome. Et puis, j'ai envie de dire, bah, vivons comme on entend. Enfin, le petit clin d'œil à mon handicap, vivons comme on Ouais. entend. Et puis, du coup, bah, voilà, laissons-nous vivre et puis laissons-nous porter par la vie et puis, allons-y, quoi. On n'a pas trop le choix. C'est comme la Trop bien. météo, on peut pas choisir. C'est vrai. Merci beaucoup, Adrien. Merci à toi.
Prête-moi ta voix est un podcast de Disruptive Audio entièrement produit par Fred Rebaud. Il sort environ tous les mois, selon mon rythme personnel. Les génériques de début et de fin ont été composés par Francesco Bucciarelli, l'artwork de l'épisode est par Nicolas Dimeo et Ileor a fait le dessin de la lanterne. Merci infiniment à LE pour leur aide. Si vous souhaitez témoigner dans le podcast ou me contacter, vous pouvez le faire via ma page Instagram @prête-moi-ta-voix.podcast ou via le formulaire de contact du site www.disruptive.audio. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt.